chaque troisième vendredi du mois pour l'échéance des marchés. J'ai le plaisir d'accueillir les 3 sorciers de Smart Bourse. Alors, Philippe Béchat, président des Éconoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Bonsoir Philippe, merci d'être là. Merci de m'accueillir. Merci aussi à Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonsoir Romain. Bonsoir. Et puis bonsoir Jean-Louis Cussac, trader chez Perceval Finance Conseil. Bonsoir tout le monde. Alors, on va commencer avec vous, Romain. Bilan de l'échéance. On aurait dû vous prendre au mot le mois dernier. Vous nous avez dit « Sell in mid-May and go away ». C'est vraiment ce qu'il fallait faire, là. Oui, ça a été aussi accentué en France, parce que si on regarde les marchés américains, c'était pas le moment de vendre non plus. Non plus, non. Mais à Paris, effectivement, le déclencheur a été celui que tout le monde connaît maintenant. On avait des signaux de faiblesse, ou en tout cas de manque de momentum sur les indices européens depuis quelques temps. L'annonce politique a enfoncé le clou et déclenché un mouvement de consolidation un peu marqué, assez brutal, mais en fait, pour aller chercher des cibles parfaites et idéales qu'on avait fixées graphiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu encore eu de... C'est pas tant pour dire que la cible était bonne que pour dire qu'il n'y a pas eu de panique. Il y a eu un peu de dégagement. Pas de panique. Avec des volumes. On est allé se mettre en situation de position de risque moyen, c'est-à-dire qu'on a des niveaux à ne pas enfoncer. En revanche, on a des niveaux à réintégrer relativement rapidement sur le CAC 40, 7770, 7790 points, à réintégrer assez rapidement au risque de valider des figures plus graves. Donc on est vraiment dans une situation, au cours de cette échéance, on a perdu finalement 6,72%. La compensation, c'est 7612,90. On perd 548 points sur le mois de juin, sur l'échéance du mois de juin par rapport au mois de mai. Et on clôture donc cette échéance trimestrielle en bas. Ce qui est intéressant de noter, c'est que au cours du mouvement de baisse et même avant l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, on a remarqué que la baisse se formait sur l'indice CAC 40 sans pression baissière. Alors, on a quand même perdu environ 10% par rapport au plus haut. Il est rare qu'un mouvement se produise comme ça sans qu'il y ait un peu de spéculation baissière qui vienne alimenter cette baisse-là. Or, le nombre de contrats futurs n'a pas évolué dans le sens du marché. Si on regarde le CAC 40 sur la période échéance, donc du 20 mai à hier soir, on a perdu 6%. Et le nombre de contrats futurs a baissé de 13% sur le CAC 40. C'est-à-dire qu'il y a vraiment très peu d'intérêt et au cours de la baisse, ça s'est plutôt asséché. C'est-à-dire que le contexte fait qu'il n'y a pas d'opérateurs qui veulent prendre des paris sur ce marché, ni la baisse, ni la hausse. S'impose. C'est l'attentisme là avant les législatives. Et c'est rare de voir ça à ce point-là, c'est-à-dire qu'on pourrait prendre des paris dans un sens ou dans l'autre, et c'est à chaque fois dans le sens de la baisse, et bien que la position s'est vraiment asséchée. On arrive à des niveaux vraiment très très bas d'intérêt sur le CAC 40, particulièrement bas par rapport à la moyenne habituelle. Et puis dans le même temps, on a vu aussi le nombre de contrats d'options s'assécher de la même façon, et ça aussi c'est très rare. On entame l'échéance du mois de juillet avec 80% d'options de vente et 30% d'options d'achat. Il y a toujours les options d'achat et de vente en moyenne, call et put. Après, il peut y avoir des stratégies haussières ou baissières ou de stagnation, on va dire, sur les marchés d'options. Mais là, l'ensemble des positions indique qu'il n'y a pas non plus du tout d'acheteurs, ce qui fait que le ratio de couverture devient très pessimiste, très prudent, mais en fait, de fait, parce qu'il y a un retrait d'intérêt qui est quand même assez important. Donc, on est vraiment en situation de stand-by, c'est la situation très propre à l'indice CAC 40. Sur l'Eurostoxx, on a... Oui, c'est différent, là. Enfin, légèrement différent. Oui, c'est légèrement différent, effectivement, puisque sur l'Eurostoxx, on a une position ouverte sur le nombre de contrats futurs qui a augmenté. On a baissé de 2,5%, c'est quand même beaucoup moins méchant sur l'Eurostoxx, avec un nombre de contrats qui a progressé de 16%. Et la quasi-totalité de cet intérêt, il a été ouvert à partir du 6 juin. Donc, en fait, on avait... À chaque fois qu'on rebondissait, baisse d'intérêt sur les futurs et augmentation dans les mouvements de baisse. Ça, c'est plutôt fréquent, sauf qu'à chaque fois qu'on remontait, l'intérêt se neutralisait. Donc, on n'avait pas vraiment de pression baissière qui naissait, ou légèrement. Après, ça a été le cas, sauf qu'on approchait de l'échéance technique des marchés dérivés et que la position ouverte augmente mécaniquement à l'approche de l'échéance des marchés dérivés. Donc, il y a dans cette augmentation de l'intérêt baissier aussi des stratégies et des positions d'options. Il sera donc hyper intéressant de voir lundi matin quel est le nombre de contrats qui restent par rapport à la position ouverte à ce soir, puisqu'il y a 3 175 000 contrats futurs ouverts à ce soir sur l'Eurostoxx, qui est... On s'approche de la moyenne qui était à 3,6 millions. On avait des positions qui étaient très faibles. Sur les indices américains, c'est pas la même chose du tout parce que là, on a pris 3,20% et la position ouverte a augmenté de 23% sur S&P. Et donc, on a des comportements de marché qui sont très désynchronisés. Complètement. Ça, on n'aime pas tellement sur les marchés en général. Enfin, il y a toujours un retour à la moyenne qui se forme. Et quand on part de point bas et qu'un indice part seul, c'est différent. Mais quand on est tous montés et que certains retracent,
avec des écarts de volatilité qui sont très importants aussi. Il y a vraiment des choses à regarder et un petit peu de prudence à avoir. D'autant plus qu'on a eu quelques soubresauts, on y reviendra j'imagine, mais sur les marchés américains hier soir, rien d'alarmant à ce stade, mais on a débordé puissamment des cibles graphiques et puis on est allé un peu plus haut sur fond d'échéances techniques et dans des proportions et avec des niveaux d'intérêt qui sont assez impressionnants sur les marchés américains. Et donc on a vraiment des comportements assez dissymétriques et ça c'est à prendre en compte. Donc on entame l'échéance du mois de juillet probablement avec beaucoup d'attentisme sur l'indice CAC 40, un trading range qui est bien identifié maintenant, c'est 7507 en bas sur le futur juillet, 7791 en haut. Il faut sortir de ces deux bornes pour avoir des réponses et réactiver la dynamique haussière au-delà de 7916. Si on va s'installer en dessous de ce niveau-là, la cible suivante c'est autour des 7200 points et là on est dans un cas de figure beaucoup plus gênant. On a la possibilité, si on ne réintègre pas 7791 avant la fin du mois de juin, et on va pousser ce calendrier à cause du résultat législatif jusqu'au 8 juillet, on va mordre un peu et on va dire que si on reste sous 7791 après le 8 juillet, on valide une structure de retournement baissière qui est beaucoup plus gênante pour le CAC 40 et qui donnerait des cibles aux alentours de 6005, 6003, 6005. D'accord. Je ne dis pas qu'on va y aller, mais voilà le terrain de jeu et voilà la route à observer. Il faut dire qu'on est vraiment dans une vraie incertitude. La dernière chose que je voulais préciser, il y a un corollaire important à tout ça, c'est que comme la position s'est complètement asséchée, que le pessimisme est important, il peut y avoir un mouvement de soulagement et un décalage haussier brutal aussi lié à une reprise d'intérêt de la part des investisseurs, un retour du risk-on assez brutal et assez subit. Donc on est vraiment entre deux et autant on aime bien avoir des chemins, des scénarios préférés, privilégiés, autant pour l'instant on est vraiment très lié à l'actualité politique. Toutes les options restent ouvertes. Jean-Louis, vous voulez rebondir ? Non, mais Romain a tout dit, pratiquement. Non, mais c'est vrai, en plus, les niveaux, c'est à peu près ça. Moi, c'est le mois dernier, quand nous étions ici tous ensemble, on disait, on ne voit pas quel pourrait être le catalyseur, le nouveau catalyseur qui permettrait au marché européen d'avancer. Alors, il faut remarquer qu'en Europe, on a baissé les taux. Nous, on se casse la figure, et aux États-Unis, ils n'ont pas baissé, mais ça monte. Quand même, le moteur de la hausse, au départ, c'était l'anticipation de cas de baisse des taux. Bien sûr, oui. Enfin, c'est juste des anecdotes. Là, sur ce marché, moi, je répétais tous les jours, il reste bien construit. C'est-à-dire qu'en fait, on voyait qu'il ne voulait plus avancer, mais à la différence de la fin 2019, les gérants étaient méfiants. Et ils n'ont pas vendu de put. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas mis dans la situation d'être obligés d'acheter si ça baisse. Parce que, justement, ils se disaient, c'est peut-être pas tout à fait normal qu'on soit là. Ils se posaient beaucoup de questions. Donc voilà, on a baissé. Moi, dès le lundi, d'après de l'annonce, d'après les européennes, donc le marché a décroché, etc. Mais mardi matin, j'ai envoyé le message tout de suite en disant, voilà, tel que le prix se comporte, tel que la volatilité se comporte, on a une réaction à la fois des particuliers, des institutionnels, qui ont eu on va dire le dimanche et la nuit pour réfléchir, et ils ont commencé à vendre rapidement, en se protégeant, puisque la volatilité implicite est passée de 12, 13 à 21, immédiatement. C'était très violent. Donc, tout de suite, la vol a monté. Et à part les sociétés qui font une grosse partie de leur chiffre d'affaires en France, il n'y avait pas de drame du tout. C'est-à-dire qu'on voyait bien les cibles. C'était, par exemple, Engie, l'énergie, puisque le gouvernement serait susceptible de contrôler les prix d'une manière différente, etc. Les autoroutes, nationalisation des autoroutes, enfin bon... OK, on peut se calmer aussi. Entre ce qui est annoncé et ce qui se fera réellement, exactement, il y a un gap. C'est clair. Et bon, voilà. Et donc, il y a une chasse possible aux bonnes affaires. Donc, moi, j'ai dit, voilà, on devrait rester tout de suite là, entre 7005 et 7007. OK, pour l'instant, c'est parfait. On reste dans la zone. C'est pour ça qu'à 7007, ce matin, j'ai vendu. Mais le marché tient très bien, encore une fois. C'était une journée assez parce que c'était une échéance trimestrielle. Donc, vous aviez une échéance du SPI à 15h30. Vous en avez une à 15h30 qui est la plus importante. Et vous en avez une à 22h encore, tout à l'heure. Donc, vous avez deux échéances sur les options. Contrat à terme ayant été
donc liquidé à 15h30. Et là, vous avez les options encore ce soir, donc vous avez 2 fois les options, etc. Donc aux États-Unis, il y a du monde, il y a des enjeux très importants. Peut-être que donc justement lundi, on y verra peut-être plus clair, parce qu'il y a beaucoup de contraintes de construction, les gestions de vente d'options qui sont couvertes, tout ce qui est hedge, il y a vraiment de gros montants sur le marché américain. Donc maintenant, pour revenir à l'Europe, l'Allemagne n'a pas trop baissé. L'indice allemand, il a fait quoi, -5 au pire, je crois, un truc comme ça, et peut-être un peu plus, mais c'est pas un drame, -5. C'est, par rapport à la hausse qu'il y a eu précédemment, c'est un retracement normal, qui normalement est vraiment une opportunité d'achat. Bon, après, je dis pas qu'il faut se précipiter. D'ailleurs, j'ai pas beaucoup acheté de valeur, moi. J'ai acheté un peu de Valoreg, j'ai acheté un petit peu de Bouygues, parce que je regardais aussi ce que font les insiders. C'est-à-dire que quand je vois que Bouygues achète du Bouygues, il achète du TF1. Bon, TF1 s'est fait taper, comme M6, comme tout le secteur. Mais je vois qu'ils gardent confiance, qu'ils ont en tout cas confiance dans les capacités et la qualité intrinsèque de la valeur, puisqu'ils l'achètent. Bon, ça, c'est quand même assez rassurant. Après, moi, quand je vois qu'ils achètent, j'essaie de regarder les niveaux techniques sur lesquels on peut intervenir. Bouygues en a fait un. Mais il y a beaucoup de valeurs qui ont atteint ces niveaux, comme NJ à 13, par exemple, et il y en a d'autres. Donc, je trouve que c'est pas mal, en fait. C'est sûr que le risque d'une construction baissière, elle peut toujours survenir. C'est-à-dire que si on commence à faire peur aux gens encore plus... Parce que ce dimanche, là, pourquoi ils ont réagi comme ça ? Parce qu'il y a eu un buzz énorme sur ces prochaines élections législatives qui allaient être catastrophiques. Donc, les gens ont vraiment... pris peur quelque part, ils se sont dit mais l'effet de surprise, l'incertitude, c'était même plus que ça. C'était même plus que ça. Mais il y a eu un matraquage dès le dimanche qui a fait que le lundi, les gens ont réagi et ils n'ont pas attendu, si vous voulez. C'est pour ça que ce marché résiste bien aujourd'hui, qu'il remonte là ce soir, on est à 7660, un truc comme ça, le futur. Moi je regarde le futur juillet maintenant. Donc on garde une construction extrêmement solide. Et on l'a vu encore, parce que dans la baisse, et Romain, qui est sur les dérivés, il peut le confirmer, il n'y a pas eu d'effet domino, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu d'effet d'entraînement avec des clients finaux, mais qui peuvent être des gérants, des clients indépendants, etc. Ils n'étaient pas vendeurs de put. Ils étaient quand même... Il y a toujours des gens qui font des bêtises, mais globalement, c'était très sain. Et donc, on a des marchés qui sont encore aujourd'hui assez bien construits, solides, et qui ne sont pas à même d'aller chercher en panique 7002. Après, évidemment, les annonces, on les attendra. Les sondages, on en aura. Bien sûr, il y aura des réactions. Il y aura un peu de volatilité. Hier, on a pu emprunter alors, les taux ont monté un peu, mais... mais l'adjudication s'est faite sans problème. Voilà, sans problème. Elle a même été bien demandée. Très bien. Exactement comme les adjudications précédentes. C'est très bien parce que, justement, le taux était un peu plus haut aussi. Évidemment, mais là, Philippe, tu as peut-être des choses à dire là-dessus aussi. Alors, Philippe, vous, qu'est-ce que vous en pensez là ? Est-ce qu'on a un retracement rationnel ? Il y a des opportunités d'achat qui se dessinent, là ? Depuis le lundi 8 juin, sur 40 valeurs, j'ai quand même vu pas loin de 30 signaux de retournement. Quand c'est pas 3-4 valeurs du luxe ou 3 valeurs bancaires qui ont commencé à corriger. Donc là, le mouvement est beaucoup plus large. Alors évidemment, dans une période d'incertitude politique, c'est clairement les banques qui sont les plus exposées. Maintenant, fondamentalement, le secteur qui est le plus à craindre, c'est l'immobilier. Quelle que soit la façon dont on envisage la chose, depuis le 8 juin, plus personne ne va demander un prêt immobilier. Les visites des agences se sont arrêtées. Il n'y a plus rien, plus aucune espèce d'activité. Les demandes de permis de construire, tout ça, ça va s'effondrer littéralement. Déjà qu'on était au plus bas depuis 1990. Oui, donc là, on a quand même des foyers de fragilité dans notre économie qui ne sont pas négligeables du tout. Et ça tombe sur une économie qui n'était pas en croissance forte, puisqu'on a révisé plusieurs fois, de 1,4 à 1, puis 0,8. Puis maintenant, quand on voit à quel point l'immobilier est totalement sinistré,
et c'est quand même un secteur qui est très créateur d'emplois Ouais, et d'embauches à la semaine ou au mois. Donc on va en voir la conséquence. Donc on est sur quelle hypothèse de croissance en France là d'ici la fin de l'année? Oui, c'est probablement très très faible. Je dirais que par rapport au niveau des marchés qui sont tout simplement au plus haut historique, je dirais que ça reste bien payé. Alors maintenant les États-Unis, alors là le 7, le dimanche 7, alors là c'est l'aubaine. Oui. Ah, c'est l'aubaine, d'un seul coup. On se fait peur avec l'Europe, on va rapatrier des capitaux, on va vendre les OAT pour acheter des T-bonds, on va vendre ST Micro pour acheter Nvidia, AMD, etc. Enfin, c'est merveilleux. Et quand même, 7 records consécutifs pour le Nasdaq. Ah oui, non mais Voilà, fou, quoi. 7 séances de baisse ou quasiment de baisse en Europe, 7 séances de hausse aux États-Unis. Donc là, vraiment, fantastique. Ouais, une désynchronisation comme on en voit rarement. Le phénomène de vase communicant avec le reflet dans le miroir. C'est ça, c'était le flight to quality, on l'a vu tout de suite. Ouais. Donc ça a poussé des indices américains qui étaient déjà au sommet. Voilà. Encore plus haut, le S&P à 5005, le Nasdaq 100, il a manqué 20 petits points hier pour atteindre les 20 000. 20 tout petits points, franchement, ils auraient pu faire un effort. Ils auraient pu faire un effort, oui. Ah bah oui, mais moi, j'étais pas sur le futur. Il les a fait. Et sur les futurs. Il les a fait. Sur le futur, il les a fait. C'est bon, l'honneur est sauf. L'honneur est sauf, très bien. Bon, alors à ce moment-là, le Nasdaq 100 était à plus 18,5% de hausse depuis le 1er janvier. Le Nasdaq Composite était à plus de 19%. Et le CAC 40, il était à plus 1. Voilà. Sur le trimestre, puisque là, on va faire le point, puisque là, on est la séance des 4 sorcières, on est les 3 sorciers. Donc, faisons le bilan. S&P, plus 4, 3 à plus 4,5, depuis le 18 mars dernier. Le Nasdaq, pas mal, on est quand même à plus de 7% de hausse. Et le CAC est à moins 7. Voilà, donc voyez un petit peu le truc. 14% d'écart de performance entre le CAC et le Nasdaq sur un trimestre. Je pense qu'il faut qu'on remonte très très loin pour retrouver quelque chose de comparable. À une époque où le CAC n'existait pas, puisque c'est 1980, où la bourse de Paris toute seule est partie à la voile, perdant 25% en 10 jours. Mais depuis, on n'a jamais vu un tel écart, un tel spread se creuser. Alors, ce qui est effectivement troublant, et ce que souligne très bien Romain et Jean-Louis, c'est qu'il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression baissière, alors que tout le monde est dans l'incertitude absolument totale. La seule chose, par contre, qu'on voit, c'est que même sans aucune conviction d'aucune sorte aux États-Unis, ça monte mécaniquement. J'ai l'impression que le côté mécanique des choses prend le pas. Et on aurait eu, peut-être il y a 15 ans, des marchés un peu psychologiques après la dissolution. Là, on n'a même plus la psychologie du marché, où je la vois très très peu. D'accord. Je la vois très très peu. Par contre, ce qu'il va falloir vraiment surveiller de très très près, ça va être quand même l'euro. On est sous les 1,7 face au dollar, donc là, il y a un peu de pression. Et puis, alors, surtout l'écartement du spread OAT Bund, on est à 75 points. Oui, la prochaine étape, si jamais il devait y avoir une période de tension supplémentaire, ça serait 100 points. Là, à 100 points, on commence vraiment à parler d'un niveau d'alerte. Et on a un S&P, on a un Eurostoxx qui est pas loin d'un seuil d'inversion, dessous de 4009. Et puis on a un S&P, alors qui pour moi il est complètement perché. Et alors par contre, je dirais avec Jean-Louis, construction parfaite. D'accord. Mais derrière, il n'y a aucun fondamental. Ouais. Il y a 35 000 milliards de dettes aux États-Unis. Les États-Unis viennent de faire 3 000 milliards de dettes de plus en un an. C'est même plus que pendant le Covid. Enfin, tout se barre. Et les marchés ne reflètent rien. Très belle construction technique, mais au niveau de l'analyse fondamentale, on se demande d'où ça sort. Ah oui. Ouais, bon. C'est pour ça que le flight to quality... C'est peut-être flight to security. Ouais, plutôt. Mais non, mais c'est un réflexe américain très classique. Ça va mal quelque part. La réflexion est rapide. La décision est rapide. Tout est rapide. C'est-à-dire qu'on vend et on revient sur les États-Unis, ce qui a provoqué, en effet, comme tu l'as dit, une impulsion. On l'a vu clairement. Là, on voit que ça patine un peu. C'est toujours pareil. On se demande... quel sera le prochain catalyseur? Bon, c'est toujours le même pour l'instant. C'est les pressions inflationnistes qui diminuent et puis l'IA qui continue de... Alors demain, Biden n'est plus dans la course. Là on va rien.
Oui, là, ça va rebattre les cartes encore. Est-ce qu'on peut peut-être parler un peu des secteurs, les secteurs qui souffrent et les secteurs qui vont plutôt pas trop mal? Romain, on commence avec vous sur l'Europe et puis sur les US. Hein. Oui, bien sûr. Alors, il y a effectivement des secteurs qui tirent un peu leur épingle du jeu. Le thème depuis le début de l'année, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de secteur qui s'en sortait mieux, à part le secteur bancaire et l'automobile à un moment. C'est moins le cas, évidemment. Oui. On a vu les small caps repartir très franchement il y a quelques semaines, et puis le coup donné au marché a été assez brutal pour les small caps. Parce que le CAC a fait moins 6,2 et l'indice small, je crois qu'il a fait quelque chose de mémoire, moins 10, moins 11. C'est ça, il a gommé sa performance en 10 jours de quelques semaines. Il y a des vrais dégagements et un vrai questionnement. Alors on revient sur des niveaux. 11 355 sur l'indice CAC Small. C'est le point à partir duquel on avait déclenché la hausse. On s'est remis au niveau d'arrêt. On revient sur l'oblique baissière de long terme qu'on avait débordé enfin après 3 ans de sous-performance et de stabilisation. Et donc on est en situation d'arrêt, c'est-à-dire qu'on gomme et on attend pour voir ce qu'il en est. Donc pour les plus courageux, ce sont des points d'entrée avec un stop assez court. Pour les plus prudents, il faut attendre de voir l'évolution par la suite. On a vu sur quelques small caps un peu de coups de trading, mais on voit que ça ne dure pas longtemps et que sont vraiment de petits arbitrages intraday. Il n'y a pas grand-chose qui se produise là. Ce qu'on peut dire sur les indices aussi DAX et Eurostoxx, c'est que l'Eurostoxx avait rompu son niveau d'alerte, à mon sens, en tout cas sorti d'une structure de consolidation par le bas, 4880, 4915, et qu'il a réintégré. Et le DAX, lui, est resté solide. Il n'a pas rompu ses niveaux d'alerte. Je ne sais plus les cibles exactement, les niveaux 18 000. Et donc, on n'a pas d'alerte majeure de ce côté-là. Pour la Chine, on avait parlé mollement surperformant. La zone Asie, en revanche, on avait parlé d'un panier de valeurs, Asie hors Japon, qui était pas mal et qui surperforme bien le marché. L'Inde, malgré son trou d'air, forme de nouveau plus haut. On avait insisté aussi beaucoup sur les commodities et la surpondération en matières premières qui permettait de faire un bon arbitrage. Ça sert toujours bien dans ce contexte, même si on a eu des retracements un peu marqués sur le cuivre, notamment à cause de la Chine, qui a perdu 15% par rapport à ses plus hauts, mais qui arrive, à mon sens, dans une zone d'intérêt, là, 4,25, 4,45. Donc oui, ça redevient intéressant. Ça redevient intéressant, et c'est un peu le même comportement aussi. On peut faire un parallèle avec le comportement de l'or. L'or, il avait stagné pendant 4 ans, entre 2020 et 2024, dans un grand trading range, 1688, 2070. Il en était sorti par le haut au mois de décembre, puis il avait réintégré la partie basse. Mais surtout, il avait stagné au-delà de la médiane de ce trading range, juste avant de former ce niveau-là. C'est ce que fait le cuivre aussi. Le cuivre est dans un grand trading range depuis une dizaine d'années, même une vingtaine d'années maintenant, 2,44 et 5,06. Il a testé la médiane pendant 2 ans. Et il en était sorti par le haut pour aller rechercher la borne haute de 5,06. Et là, il consolide une quinzaine de pourcents. Pour moi, ce sont des opportunités d'entrée sur techniquement et graphiquement, parce que des signaux se mettent en place timidement, il faut le dire, à court terme, mais en revanche, ce sont des points d'entrée intéressants sur un métal de la transition énergétique. Donc, il y a aussi des choses à faire toujours de ce côté-là. L'argent, qui avait bien performé, consolide toujours, mais en partie haute, aux alentours des 30. C'est toujours, à mon avis, un mouvement haussier pour aller chercher autour de 35 dans un premier temps, et puis autour de 40 par la suite, voire même un peu plus. Ce sera peut-être un petit peu plus long, mais ça fait toujours partie des arbitrages valables. Et le panier de valeurs commodities, qui englobe pétrole, et puis gaz et métaux précieux notamment, est toujours au-delà de son support à 23,41. Et il a toujours une douzaine de pourcents à prendre encore, à mon sens. Donc pas d'accélération trop violente des matières premières, mais ça fait un très bon arbitrage dans ce contexte de marché. Et nous ça nous a bien permis d'amortir ce choc-là. Pour le reste des secteurs, les énergies renouvelables avaient commencé à redonner des signaux depuis quelques jours, timidement, et ils se sont fait doucher par le contexte. Donc, on a une situation d'attente. En revanche, ce qui se porte toujours bien, même en Europe, c'est économie digitale, intelligence artificielle, alors ça c'est plus large évidemment, et technologique un petit peu, assurance et finance, qui sont les paniers de valeurs européens qui surperforment le benchmark de CAC 40. Donc pour l'instant, largement, mais surperformer le CAC 40, c'est plutôt facile ces derniers jours, mais parmi les secteurs qui se portent le mieux. Maintenant, c'est vraiment encore une fois observé, parce que la donne peut être assez vite inversée. Dernier élément, c'est effectivement, au sujet des indices américains, c'est le mouvement. Enfin, le mouvement s'est construit effectivement de façon très propre. Encore une fois, l'accélération haussière s'est faite avec des volumes, avec du soutien acheteur, et c'est-à-dire qu'après une
petite pause, on est reparti de plus belle. Alors, on a là aussi des superlatifs qui sont assez impressionnants quand on regarde des valeurs comme Nvidia sur lesquelles il y a eu un peu de soubresaut au cours des dernières heures. Ouais. Et là, on a alors hier ce qu'on appelle un avalement baissier. La bougie d'hier a commencé avec une ouverture en hausse par rapport au jour précédent. Les acheteurs avaient la main, ça s'est terminé par des vendeurs qui ont repris la main. On soupçonnait l'aspect technique des choses et effectivement, il y avait une position ouverte qui est gigantesque sur les options Nvidia. Pour vous donner un ordre de grandeur sur 2 prix d'exercice d'options, le prix d'exercice 130 et 135 sur Nvidia, il y a eu échangé sur la journée d'hier uniquement en nominal, en valeur de l'action, plus de 8 milliards 150 millions de dollars d'échanges juste sur 2 prix d'exercice d'options Nvidia, alors que la valeur a coté un instant $140, quelques minutes. $140, ça veut dire que pendant un instant, elle a été aussi 2 fois au double de la distance de sa moyenne mobile de 100 jours, qui est un repère pour tous les chartistes, une moyenne mobile de 100 jours qui était à 69. Donc, on est vraiment dans un contexte de surachat. De surachat, au moins. Alors, je sais que derrière, on n'est pas dans le cas je parle d'un excès graphique et technique de court terme. Pour ce qui est de la progression de sa marge, etc., on l'a tous intégré maintenant. En revanche, il faut se rendre compte des écarts à la moyenne qu'on peut avoir et des phénomènes. C'est l'action de tous les excès. C'est l'action de tous les excès et l'action de tous les excès en spéculation aussi. Et il faut comprendre que bien quand un acheteur d'options d'achat sur Nvidia entre comme ça sur le marché, soit il y a une contrepartie en face de lui qui répond et qui lui vend ces actions-là, enfin ces options-là. Mais en général, c'est un market maker qui le fait pour la plus grosse partie. Et ce market maker-là, il va aller acheter les actions en contrepartie. Ce qui veut dire qu'au moment de la clôture des positions ce soir, l'acheteur, l'arbitragiste, le market maker, lui, il n'a pas d'exposition directionnelle sur le marché. Il est équilibré avec des positions d'options en face. Donc le sens lui importe peu. Mais il va devoir les alléger ses positions. Il va devoir les sortir, ses actions Nvidia, à un moment ou à un autre. Donc il y a au moins des éléments qui militent pour une pause dans la tendance et dans l'énorme que connaît le titre. On a donc cet avalement baissier graphiquement et techniquement hier, des excès d'écart à la moyenne qui sont vraiment rarissimes, et puis aujourd'hui une ouverture avec un gap baissier sous 129,50 qui pourrait former ce qu'on appelle un island reversal, c'est-à-dire que les cotations du 16 au 20 juin sont isolées par 2 gaps. Ça, c'est pas un bon signal dans l'analyse graphique. Maintenant, je le dis avec un bémol, parce que comme le marché américain est inébranlable manifestement, j'en avais signalé un sur le S&P et qui a été comblé dans les 3 jours qui ont suivi. Et cet island reversal a été débordé et le S&P a repris 5 ou 6% depuis. Donc, prudence sur les signaux. Il faut les confirmer en clôture hebdomadaire, et puis voir ce qui se passe après l'échéance technique des marchés dérivés. Mais on a quand même des éléments qui laissent à penser que ça pourrait on pourrait aussi assister au moins à une pause sur un rallye qui est colossal. En tout cas, aussi, une dernière chose intéressante, c'est que la hausse qui se forme sur le S&P et sur le Nasdaq, c'est faite avec très peu de participation. C'est quelques titres qui vont alimenter ce mouvement de hausse. Ça aussi, on n'aime pas tellement en analyse graphique. Au départ d'un mouvement, c'est moins grave. C'est ce qu'on avait constaté, peu de participation au départ du rallye de 2022, de 2023, d'octobre 2022, octobre 2023, des mouvements de reprise haussière. On avait constaté qu'il y avait peu de participation. Ça ne nous gênait pas beaucoup parce que c'était des mouvements de départ et ensuite les autres valeurs ont rattrapé. Là, l'accélération haussière et ce dernier mouvement, ce dernier coup de rein aussi, enfin dernier, j'en sais rien, j'ai manifestement un biais, mais a l'air d'être alimenté par peu de valeur. Ça aussi, il faut le prendre en considération. Bien sûr, oui. Quand on voit la différence avec le Russell ou le Dow Jones, on va dire, mais le Russell qui n'a jamais rien fait depuis des années, et le Dow Jones 2000, qui stabilise depuis maintenant plusieurs mois, c'est sûr que là, c'est énorme la différence, c'est gigantesque. Là, ce qu'il faut dire, je pense, pour celui qui a envie d'acheter des valeurs en France, pourquoi pas, parce qu'il y a quand même potentiellement des affaires. En tout cas, quand une valeur de qualité perd 10, 15%, 20%, c'est beaucoup. Oui. Et le nombre de valeurs qui ont reculé de 15, il y en a quand même pas mal. Il faut acheter peut-être des valeurs. Bon, il faut il faut être vraiment très sélectif et acheter des sociétés qui font pas trop de chiffre d'affaires en France, une majorité à l'étranger. Voilà. Pour l'instant, le thème, ça serait ça. Si on veut investir sur le marché français qui a beaucoup baissé, pourquoi pas faire ça. Voilà. Et au niveau des secteurs, vous avez dit que vous aviez acheté Bouygues, là. Les problèmes sur l'immobilier, tout ça, ça vous fait pas trop peur sur le BTP, non ? Oui, et Bouygues Télécom, etc. C'est pour ça qu'elle a beaucoup baissé. Alors, pourquoi j'en ai acheté un peu ? Parce qu'il y a un très gros rendement. Oui.
Aussi, c'est vrai. Enfin, il est autour de 6 quand même. Ouais. C'est un bon rendement. C'est une valeur que j'aime bien travailler. Donc, à une époque, ça a été une de mes plus grosses lignes d'ailleurs. Donc voilà, j'étais bien rentré, bien sorti. Là, j'ai rentré un tout petit peu. J'en avais pas fait beaucoup, mais bon, voilà. D'ailleurs, je racontais un peu mon histoire quand j'ai acheté. Bon, voilà, j'ai craqué un peu, j'ai acheté. Bon, je sais ce que je fais. Je suis prêt à prendre un risque, ok. C'est pas, si elle perd 10% de plus, ça va pas me faire stresser. Je l'ai acheté. De toute façon, sur les actions, on peut faire que du comptant. Hein. Oui. L'époque du règlement mensuel, c'était avant 2001 et avec les volatilités qu'on connaît, c'est pas possible de faire des... Enfin, moi, je dis aux gens, si vous faites du SRD, c'est un peu dangereux quand même. Donc, voilà, c'est plus au comptant. Il y a quand même, si on se dit, j'investis au comptant sur des valeurs comme ça, peu de risque à moyen long terme, on va dire. Oui, voilà. d'accord. Après, bon, on en parlera peut-être, mais moi, ce que je regarde beaucoup, c'est l'euro. Le comportement de l'euro. Maintenant, hein, Ouais. Le comportement de l'euro. Alors j'avais dit qu'il pouvait servir un peu, parce que c'est facile à suivre pour tout le monde, plus facile que l'OAT ou des spreads avec l'Allemagne, etc. Donc l'euro, en fait, bon là, ok, aujourd'hui, il s'est un peu affaibli, puis il est un peu nerveux aujourd'hui, il est un peu plus faible, mais globalement, il n'a pas baissé tant que ça. Alors j'ai envie de dire que ça peut être un indicateur de confiance. D'accord. Voilà, regardons un peu l'euro, comment il évolue. C'est vrai que ce matin, il décrochait face au yen aussi. Il y avait, justement, hier, on avait quelqu'un qui lançait une idée qui était de vendre l'euro-yen. Il a eu raison, puisqu'il a bien décroché. Et il y a le franc suisse aussi qui se porte bien, qui est vu comme une valeur refuge par rapport à l'euro. Il y a beaucoup d'investisseurs qui vont en effet vendre l'euro et acheter du franc suisse. Non, mais simplement, déjà, regardons l'euro. Ça peut nous donner une bonne indication. Et... après une semaine un peu difficile, on peut dire que c'est pas le drame sur l'euro. Non, voilà, non, c'est pas le drame. Ça tient. C'est de bonne augure. On est baissier, il est plutôt baissier. Bien sûr, oui. Mais ça reste Mais il n'y a pas eu d'accélération, il y a eu un bon rebond à un moment donné. Bon, voilà, c'est pas ridicule, quoi. Il n'est pas parti en vrille. Non. Rappelez-vous, dans des circonstances très différentes, on avait été beaucoup plus bas, vers 1 et même en dessous. Donc. Hier, déclenchement de la guerre russo-ukrainienne. Voilà. On a fait 0,82. Donc finalement, c'est pas, on a sauvé les meubles. Alors Philippe, est-ce que vous voulez revenir vous sur les secteurs les plus forts ou les plus faibles, ou sur peut-être Nvidia, ça vous inspire? La concentration du marché US. Allons-y pour Nvidia, parce que j'ai quelques chiffres. Voilà. Nvidia valait 500 milliards il y a un an, et 3330 milliards hier soir à 16h. Autrement dit, en un an, Nvidia a pris 2800 milliards, a rajouté 2800 milliards de capitalisation à Wall Street. 2800 milliards, c'est le CAC 40. Voilà. Ou le PIB de la France. Je rappelle que Nvidia, c'est 26 000 salariés. Ouais. Donc je vais faire un calcul un peu bêta, mais je crois qu'aujourd'hui, la valeur de l'entreprise, chaque salarié représente 14 millions. Par rapport aux 3300. Qu'est-ce qu'ils font, ces salariés, d'ailleurs? Qu'est-ce qu'ils font? Ils designent des réseaux de puces, etc. C'est ça, parce que la construction, elle se fait... Non, bien sûr, c'est TSMC, et les machines viennent d'ASML, et on est d'accord, ou Calais Core, voilà. Donc, c'est vraiment un bureau d'ingénierie, hein. Donc, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors, j'ai d'autres chiffres, bien sûr, avec Nvidia, parce que ça c'est vraiment le dossier... Peut-être que nos petits-enfants en reparleront à leurs petits-enfants. Est-ce qu'on imaginait qu'un jour, une entreprise, en l'espace d'un an, passerait du statut de grosse tech à représentant autant que toutes les pétrolières, plus toutes les valeurs minières, plus la totalité du marché de l'argent métal, par exemple? Ou est-ce qu'on imaginait qu'une seule tech pourrait représenter l'intégralité de tout le secteur bancaire? Enfin, vous voyez bien qu'on ne peut pas rajouter l'équivalent du PIB de la France avec 26 000 salariés, quand bien même on est archi profitable. Enfin, il y a un truc qui est complètement dément. Mais la logique des algos qui gèrent et qui répliquent les indices, c'est implacable. Donc ça ira jusqu'au bout, ça ira jusqu'à se jeter de la falaise, mais ça va y aller.
Ça va y aller, c'est sûr. Mais je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, regardez ce que pèse le secteur des valeurs minières. Alors qu'aujourd'hui, on commence à comprendre finalement que le conflit en Ukraine, c'est peut-être quelque part aussi un conflit pour mettre la main sur sur 10 000 à 12 000 milliards de dollars de richesse. C'est Lindsey Graham, sénateur républicain, qui l'a dit. Donc on commence à se demander quand même si effectivement de nouveau les enjeux c'est pas l'énergie. Alors oui, à ce moment-là, pourquoi est-ce que Nord Stream a sauté Je pense que ces thématiques-là, elles sont toujours pertinentes, mais alors en bourse, totalement oubliées. Oui. C'est-à-dire qu'on a une guerre finalement où on découvre que les enjeux stratégiques c'était finalement de priver l'Allemagne d'une énergie pas chère pour éventuellement rivaliser avec les États-Unis. L'Ukraine, peut-être effectivement qu'on fait la guerre pour mettre la main sur des richesses, pour contrôler les prix du blé. Donc on est tout à fait dans une thématique como. Et aujourd'hui, il y a Nvidia. Et Nvidia représente plus que la totalité des titres miniers, l'argent, les comos. Enfin, c'est... Voilà. Donc moi j'ai tendance à penser qu'on va peut-être vers un rééquilibrage. D'accord. Donc j'aurais tendance à jouer comme Romain, effectivement, plutôt un peu le secteur minier, un petit peu les matières premières, les indices Como, ETF. Des beaux actifs de diversification face à la folie de un petit peu l'IA. sur le Mais c'est vrai que j'aurais du mal à me mettre vendeur sur Nvidia. J'ai l'impression de vivre sur Nvidia ce qu'on vit sur GameStop. Oui, voilà. Voilà, Faut peut-être pas. Voilà. Alors Philippe, Clément, si vous permettez. Mais je t'en prie, Bien vas-y. Alors j'avais une question, mais vraiment sincère, parce que c'est mon fils qui m'en a parlé, qui est ingénieur Big Data. Il m'a dit qu'il y avait une société qui s'appelait Grok. Est-ce que tu connais? C'est une société californienne, une start-up, qui dit vouloir donc à terme concurrencer Nvidia et qui aurait des solutions beaucoup plus efficaces avec des rapidités beaucoup plus importantes que les solutions Nvidia. Mais il y en a. Non, mais là, celle-là, c'est ARM a a des puces Qui peuvent concurrencer Nvidia. ARM est un producteur de puces et qui sont beaucoup moins gourmandes en énergie que celles produites par TSMC. C'est-à-dire que ARM est capable de vous fournir un GPU qui consomme 2-3 fois moins d'énergie. Enfin, et c'est pas neutre. Quand vous avez des salles entières de serveurs qu'il faut refroidir, si vous avez des trucs qui chauffent 3 fois moins et qui consomment 3 fois moins, en fait, ça crée des économies. Enfin, quand on voit le prix d'une carte Nvidia, c'est $40 000, la dernière... 40 000. Oui, 40 000 milliards. Wow. 40 000 dollars. Donc, quand vous en achetez 1000, vous êtes tout de suite déjà à des dizaines de millions d'investissements. Mais c'est rien pour Microsoft, pour Amazon, Apple. Mais les clients sont... les premiers clients de Nvidia, on les connaît. Hein, c'est les GAFA, c'est tout. Tout ça, ça marche. C'est ceux qui font la course en tête sur Nasdaq avec eux. Mais je suis tout à fait d'accord, Jean-Louis. Il y a certainement des gens qui sont capables aujourd'hui de produire des GPU concurrents, beaucoup moins gourmands en énergie, peut-être même plus rapides. Et surtout, les Chinois sont tout à fait capables de vous fournir quelque chose qui est aussi rapide, beaucoup moins cher. Alors évidemment, peut-être que ça sera un petit peu plus gros, peut-être qu'on va en mettre plusieurs en réseau. Mais enfin, $40 000 pièce, les Chinois vont vous fournir quelque chose qui fait les mêmes calculs à $15 000, enfin le tiers du prix. C'est toujours ça, les Chinois d'ailleurs. Oui, c'est ça. Donc, du coup, pour terminer Grok, là, c'est non coté, c'est pas du côté. Hein, pour l'instant, c'est vraiment une start-up. Voilà. Et à suivre. Enfin, je sais pas si. Mais donc potentiellement en bourse ensuite, on pourrait être côté des sociétés. On dit que Nvidia effectivement a une avance presque irrattrapable en matière d'architecture. Mais c'est ça, ce sont surtout des designers. Enfin, il faut quand même pas imaginer que les Chinois, les Russes et d'autres regardent ça en disant nous on n'est pas capables. Je pense qu'ils se disent tous chiche. Hein. The winner takes it all. On va voir si ça se vérifie dans la durée là. Moi, je pense qu'on va très très vite d'abord s'apercevoir qu'on a vraiment extrapolé des consommations de serveurs Nvidia pour l'intelligence artificielle. Je pense qu'on a un peu rêvé. J'attends la démonstration que l'intelligence artificielle apporte vraiment des améliorations au niveau de la rentabilité de l'entreprise, des marges. Aujourd'hui,
Où est-ce que l'intelligence artificielle fait d'un seul coup apparaître des économies ou des gains de productivité énormes? C'est peut-être pour du moyen terme, mais Oui, tout de suite, à mon avis, on a un peu rêvé. Voilà. Ouais. Et je pense que même Amazon, Apple et les autres, il faut qu'ils regardent d'abord les coûts et voir si derrière, il y a effectivement des gisements de gains de productivité qui vaillent qu'on mette $40 000 et qu'il faille en acheter par 1000, 2000, parce que c'est pas avec un seul qu'on peut développer des programmes de recherche d'intelligence artificielle. Donc voilà, il y a peut-être des solutions effectivement moins chères. D'accord. Bon, ça sera à suivre. Est-ce qu'on fait un petit point très très rapide sur le Bitcoin, Romain? Bitcoin, mais il est toujours dans son grand trading range. En bas, c'est 58 800, 61 400, la borne basse large, et en haut, 73 200, 75 900 pour prendre des extensions. On n'a pas de tendance, une consolidation en partie haute qui s'est mise en place il y a 2-3 mois maintenant, et qui se poursuit de façon propre et assez harmonieuse. C'est plutôt le marché le plus calme et peut-être le moins excessif ces derniers temps. Avec une volatilité implicite autour de 80 quand même. Toujours. Ouais. Ah oui. Donc ça reste très volatile. C'est-à-dire qu'on anticipe. La volatilité implicite, c'est ce qui est attendu pour la suite. Oui. Donc aujourd'hui, les investisseurs se disent que le Bitcoin n'a pas fini de bouger. Dans un sens comme dans l'autre, potentiellement d'une manière violente. On a eu le L-Ligne il y a quelques mois, on attend la baisse des taux de la Fed, c'est quand même... voilà. Ouais, les market makers, ils ne vont pas vendre à 12 de vol, c'est sûr. Donc, c'est sûr que ce sont des volatilités très importantes. Donc, on anticipe évidemment toujours que ça va beaucoup bouger. Ouais. Et moi, je confirme. Alors là, on en revient à Nvidia, mais si le Bitcoin commence à baisser, il faudra d'abord regarder surtout ce que fait Nvidia, parce que le Bitcoin, en fait, la vraie corrélation, elle est bien avec le Nasdaq 100, encore plus avec Nvidia, et justement, comment mine-t-on avec des cartes. Alors certains diront que ça ne s'appelle pas des GPU, mais peu importe, on comprend l'idée. Oui, si, c'est du matériel Nvidia qui sert aujourd'hui à miner le Bitcoin de la façon la plus efficace, sachant quand même que ce sont là aussi les instruments les plus chers du marché. Ouais. Voilà. Donc si le Bitcoin chute, ça va vouloir dire que l'industrie du minage va quand même freiner un petit peu aussi sur les achats de Nvidia. Tout à fait, à surveiller. Donc, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à nos 3 sorciers d'avoir été les invités de Planète Marché aujourd'hui. Alors, merci Philippe Béchat, président des Iconoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Merci Romain Daubry, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct. Merci Jean-Louis Coussac, trader chez Perceval Finance Conseil. Bonsoir.